Mais les gens sont dégoûtés de ça. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Parce que c'est notre projet. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Ça n'a aucune chance de réussir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans déjà ce 5e épisode de Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Quels procédés rhétoriques sont employés? Quelles idéologies se dissimulent derrière les mots? Quelles émotions sont mobilisées pour susciter notre adhésion? Après cette chronique, vous n'écouterez plus jamais les discours politiques de la même façon. Aujourd'hui, nous allons vous parler du storytelling et de son rôle dans la construction des récits politiques. Nous allons interroger le pouvoir de la musique et sa capacité à éveiller en nous des émotions profondes. Et enfin, en troisième partie, nous déconstruirons ensemble les discours de l'effondrement, a.k.a. la collapsologie. Je m'appelle François Debras et aujourd'hui je suis accompagné de Louis et Gabriel. Bonjour. Bonjour. Vous est-il déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire, de tourner en rond, en quête d'une idée, d'un déclic? Eh bien, moi, c'était exactement mon cas il y a quelques jours. J'avais ma chronique à préparer, mais page blanche. Je n'avais aucune inspiration. Alors, j'ai décidé d'aller me promener. Et là, en marchant, puis en m'asseyant sur un banc dans un parc, à observer les passants, j'ai réalisé une chose. Mon but, ici, dans cette chronique, c'est de partager avec vous, d'expliquer ce qui se cache derrière les mots du discours politique, pour échanger des techniques, pour déconstruire des effets de manipulation, pour exercer, toutes et tous ensemble, notre esprit critique. Et là, je tenais le début de quelque chose. Le storytelling, ou quoi de mieux pour captiver un auditoire qu'une bonne histoire. Le storytelling, c'est l'art d'utiliser des formes narratives, c'est-à-dire des petites histoires, pour agrémenter un discours politique et lui donner plus d'impact. Ce n'est pas un simple récit, c'est une mise en scène pensée pour capter l'attention, pour émouvoir, pour persuader. On l'utilise partout, en publicité, en management et, petit conseil pour celles et ceux qui en auraient besoin, c'est génial lors d'un entretien d'embauche. Vous êtes face à un recruteur qui vous demande « Parlez-moi de vous ». Alors, plutôt que d'énumérer mécaniquement vos expériences et compétences, pourquoi ne pas raconter une petite histoire ? Celle d'un défi professionnel que vous avez relevé, d'une difficulté surmontée, d'un projet qui vous a passionné. Imaginez 2 candidats postulant pour le même poste. Le premier liste son parcours. J'ai travaillé 3 ans dans le marketing digital, puis 2 ans en gestion de projet. Le second lui raconte. Un jour, mon équipe et moi, nous avons dû lancer une campagne publicitaire, en pleine crise budgétaire. Le budget a été coupé de moitié, à la dernière minute. Tout semblait perdu. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai misé sur une stratégie 100% digitale. J'ai repensé entièrement nos canaux de diffusion et j'ai négocié des partenariats inédits. Résultat, non seulement notre campagne a atteint son objectif, mais nous avons surpassé nos prédictions avec une augmentation de 40% de visibilité. Depuis ce jour, j'ai compris que la contrainte pouvait être un formidable moteur de créativité. Alors, je vous pose la question, à votre avis, lequel a le plus de chances d'être recruté ? L'histoire bien construite capte l'attention. Elle donne du relief à une simple expérience professionnelle. Elle peut transformer une ligne de CV en une aventure inspirante. Et c'est ça que l'on cherche. En dehors de cet exemple, le storytelling existe bien sûr également en politique. Car quoi de plus efficace pour séduire un électorat que, là aussi, lui raconter une belle petite histoire? Cette technique s'est considérablement accrue ces dernières années, mais le phénomène n'est pas du tout nouveau. Dans la Rome antique, il était courant d'utiliser des exempla, ces modèles de comportement qui permettaient d'illustrer son propos. Cicéron en faisait d'ailleurs un large usage dans ses discours et dans ses œuvres. La technique perdure tout au long du Moyen-Âge, où elle sert aux prédicateurs pour guider la morale de leurs ouailles. Avec vous, nous redécouvrons donc une technique vieille de plus de 2000 ans. Imaginez un discours politique. Plutôt que d'aligner des chiffres et des faits, un orateur ou une oratrice va raconter l'histoire d'une famille, celle de Jacques, ouvrier, licencié après 20 ans de service, incapable de payer ses factures. Pourquoi ? Parce qu'une histoire crée un lien émotionnel. Elle nous fait ressentir l'injustice, la colère ou l'espoir. Nous écoutons François Ruffin, interviewé sur France Inter, vis-à-vis d'une mobilisation intersyndicale contre un projet de réforme des retraites en janvier 2024. Qu'est-ce qui s'est produit jeudi dernier déjà ?
il s'est produit un dégel des cœurs, une sortie de la torpeur. Moi qui craignais que la résignation l'emporte dans le pays. Quand je vais à 6h du matin sur le rond-point et que je vois qu'il y a une aide-soignante qui a jamais fait grève en 33 ans et qui est là parce qu'elle a la polyarthrite et elle se demande comment elle va faire ses 2 ans de plus, qu'il y a son mari qui travaille chez Valeo 39 ans de nuit et qui se demande comment il va faire ses 2 ans de plus. Quand je vois des gens qui sont dans les cimetières militaires, qui travaillent dans le froid, qui travaillent sous la pluie et qui viennent parce que là ils utilisent des engins vibreurs et qu'ils se disent on va prendre 2 ans de plus et que eux sont là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une sortie de l'hibernation, une sortie de la résignation et c'est essentiel. Plutôt que de présenter des chiffres, des tableaux budgétaires, François Ruffin nous plonge sur les ronds-points, avec les manifestants, avec leurs difficultés. Et nous sommes, en quelques mots seulement, là, on est avec eux, on partage leur quotidien, on ressent ce sentiment d'injustice. Dans l'arène politique, le storytelling, c'est une arme redoutable. Les politiciens et les politiciennes le savent bien. Un bon récit peut faire basculer jusqu'à une élection. Prenons un exemple concret. Un ou une candidate ne dira pas simplement « je veux améliorer le système de santé ». Trop froid, trop factuel. À la place, il racontera l'histoire de Marie, une mère célibataire qui doit attendre des heures aux urgences avec son fils malade. Là, ça devient concret. Ça nous touche, ça nous interpelle. Ça n'est plus une réforme abstraite, c'est une injustice à réparer. Ne parlons plus de santé, mais de l'école. Et pour ça, je vous propose d'écouter, au lendemain du projet de réforme de l'enseignement en communauté française, Elio Di Rupo, qui nous parle sur RTL de sa maman. Alors, c'est pas n'importe quelle photo. Maman est morte ne sachant ni lire ni écrire. Et quand elle signait, elle faisait une croix. Et je lui ai appris à sa signature. Ça a pris de nombreuses heures et de nombreux jours. Et nous sommes là au mariage de mon frère. Mon frère avait besoin de l'assentiment de ma mère et elle a réussi à signer pour la première fois, toute seule, le document de mon frère. Et pour moi et pour elle, c'était un très, très grand jour. Comment elle s'appelait, votre maman? Maria. Maria. Et je crois vraiment que c'est une des preuves aussi de la force de l'éducation. Elio Di Rupo nous parle de sa maman, de sa famille, mais aussi de l'éducation, de son milieu familial et de son histoire personnelle. Ça n'est pas un hasard si la séquence intervient en pleine période de proposition de réforme de l'enseignement. Car comment répondre? Comment contredire cette histoire? Impossible. Nous sommes bloqués par l'émotion. Toute contradiction nous ferait paraître pour un insensible, quelqu'un d'inhumain. Avant ou pendant leur campagne, les candidats éditent souvent des livres aussi, pour vanter leur parcours et leurs mérites. Là encore, ils se racontent, et c'est pas nouveau. Jules César, dans la guerre des Gaules, mettait en scène ses propres victoires en soulignant la férocité de ses adversaires, pour exalter son courage et sa bravoure. Aujourd'hui, de Barack Obama à Emmanuel Macron, tous publient des livres, tous ont utilisé cette technique, tous recourent au storytelling. Obama, par exemple, a raconté son ascension comme un conte de fées moderne, le fils d'un immigré kényan qui devient président des États-Unis. Et par après, Donald Trump, lui aussi, a joué sur un autre registre. L'homme d'affaires qui sait comment remettre l'Amérique sur pied. Ces récits sont construits, sont peaufinés, calibrés pour séduire. Les campagnes électorales sont de véritables romans en construction. Chaque candidat veut imposer sa narration. L'homme du peuple contre les élites, le réformateur contre le système, le patriote contre les dangers extérieurs. Tout est une question de perception. Le storytelling, il ne sert pas seulement à persuader, il va influencer profondément la manière dont nous percevons la réalité. Une histoire bien racontée peut éveiller des émotions et faire naître un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté. Quand un candidat se met en scène comme un héros qui surmonte des obstacles, il devient un modèle d'identification pour les électeurs et les électrices. Je vous propose à présent, pour équilibrer les couleurs politiques et les histoires, d'écouter Georges-Louis Boucher, qui, lui aussi, nous parle de ses parents dans l'émission Haute Conclave sur VTM. Ils ont dû fermer leur magasin parce que ça ne fonctionnait pas en 1998. Et en fait, ils n'avaient pas accès au chômage, ils n'avaient pas accès aux aides, etc. Mais ils ont continué toujours à travailler. Et mon papa est un grand exemple pour ça. Il est ingénieur de formation. Il a été nettoyer des jardins parce qu'il devait faire vivre sa famille. Puis il a fait de la formation. Il a toujours fait quelque chose. Et aujourd'hui, il a 67 ans et il travaille encore.
c'est toute cette vie-là qui fait que quand moi je défends le travail, que je n'aime pas les impôts, que j'en ai marre qu'on prenne autant d'argent aux gens pour parfois en donner à des gens qui ne font rien et à qui on ne demande rien. Quand moi je le dis, ce n'est pas une position politique pour gagner des voix. C'est ce que j'ai au fond de mon ventre, en fait. Nous écoutons ici très clairement un effet loupe. Mes parents se sont battus. Ils ont travaillé. Ils n'ont eu aucune aide. C'est possible. Il faut le vouloir. Autrement dit, implicitement ou explicitement, les chômeurs, eux, ils ne font rien. Et ils le veulent bien. Dans cet extrait, le débat sur les allocations, sur l'imposition est tiré dans le domaine des émotions. Comment contredire cette histoire ? Comment s'opposer à ce parcours ? S'attaquer à l'idée, c'est s'attaquer à l'histoire familiale. Et c'est ça, le piège qui nous est tendu. Avec le storytelling, on peut aussi fonctionner à plus grande échelle. Par exemple, les récits autour de l'identité nationale sont souvent utilisés pour rassembler ou aussi pour diviser. La grandeur de la nation, le déclin à combattre, l'ennemi à repousser. Autant de motifs narratifs qui reviennent sans cesse dans les discours. Plus l'histoire est claire et plus l'histoire est frappante, plus elle a de chances de s'ancrer durablement dans nos esprits et dans l'opinion publique. Mais attention, si le storytelling capte l'attention, il peut aussi manipuler. Une belle histoire bien racontée peut masquer des incohérences, exagérer des faits, voire totalement réécrire la réalité. Pensez aux récits de guerre de certains dirigeants qui embellissent leur passé, aux promesses enveloppées dans un conte enchanteur. Parfois, on nous vend un personnage, on nous vend une légende, bien plus qu'un programme. Parfois, on nous ment. L'exemple des fake news est parlant. Lorsqu'une fausse histoire est racontée avec émotion et conviction, elle peut prendre le pas sur la vérité. Un fait, aussi solide soit-il, semble souvent bien plus faible qu'une belle histoire poignante. À ce sujet, nous écoutons Donald Trump lors du débat présidentiel contre Kamala Harris en septembre 2024. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Tout de suite, l'information est démentie. Mais l'histoire, elle reste. Les migrants sont dangereux. Les migrants, ce sont des criminels. Les faits sont contredits, mais l'émotion dans laquelle nous sommes plongés, est bien là, tapis en nous, dans ce ressenti. Dans certains cas, les médias eux-mêmes participent à cette dynamique. Un reportage bien construit, un témoignage poignant, une mise en scène d'une séquence ou d'une intrigue politique peut faire basculer l'opinion, parfois en occultant des éléments factuels essentiels. La viralité des récits, amplifiée par les réseaux sociaux, renforce cette tendance à privilégier l'émotion sur l'analyse. Alors, la prochaine fois que vous écoutez un discours politique, posez-vous la question. Quelle est l'histoire qu'on me raconte ? Est-ce un récit sincère ou une mise en scène ? Cette histoire, quelles sont les valeurs qu'elle porte ? Quelles sont les idéologies qu'elle porte ? Et surtout, est-ce que j'y crois ? Est-ce que je suis d'accord avec cette vision de la société ? Retournons sur mon banc, dans ce parc, rappelez-vous. La feuille blanche, la promenade, ma chronique. Finalement, ma chronique, je l'avais. J'ai utilisé le storytelling. Pour vous parler de quoi ? Du storytelling. Une boucle est bouclée. Maintenant, c'est à vous de jouer. La prochaine fois que vous entendez un discours, essayez d'en décortiquer la narration. Qui est le héros ? Qui est l'ennemi ? Quelle est la morale ? Parce que, rappelez-vous, en politique, une histoire bien racontée peut tout changer. Et je rappelle, quand ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. J'ai fixé un cap clair. You are fake news. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Vous écoutez Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Alors à présent, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter. Louis, c'est à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de musique. Enfin, plus précisément, de l'utilisation de la musique dans les discours. Mais avant, c'est quoi la musique ? Les plus cartésiens parmi nous ont déjà la réponse. La musique, c'est du son. Eh bien oui, c'est du son, mais du son qui veut dire quoi ? Car elle est là, la grande différence avec les sons qui nous entourent presque toutes et tous au quotidien. La musique, c'est un son à part. Un son qui se démarque par ce qu'il transmet. D'ailleurs, si vous preniez votre Larousse pour en vérifier la définition exacte, vous pourriez y lire que la musique est, je cite,
un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. En effet, le propre de cet art, c'est que chaque œuvre musicale porte en elle ce que son auteur ou son autrice y a insufflé, ce qu'il ou elle a voulu transmettre. Et elle en transmet des choses. Des histoires, des critiques, des regrets, des appels aussi bien à la paix qu'à la révolte, du soutien, des revendications, et j'en passe. Sans oublier les émotions, qui sont, à mon sens, ce qu'elle transmet peut-être le mieux. De la joie à la tristesse, de l'amour à la haine, de la peur à l'admiration, qui peut dire que pas une seule fois il n'a été touché par de la musique? Que ce soit par la lourde et oppressante ambiance d'un film d'horreur, ou par la mélancolie d'un piano. Si à ce stade vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite à regarder votre film préféré avec rien d'autre en fond sonore qu'un album de Patrick Sébastien. Je vous assure, ça n'aura pas la même saveur. Au-delà de simples émotions, des études ont démontré que la musique avait également une fonction symbolique très importante. La fonction symbolique, c'est la capacité de représentation mentale. Autrement dit, la musique permet la formation d'images dans notre esprit. Et là, on commence à toucher du doigt le réel pouvoir de la musique, qui de par sa nature peut influer sur notre état d'esprit et donc quelque part sur notre réceptivité. Et les bandes originales au cinéma sont loin d'être un cas isolé. Le marketing par exemple. De la neutre musique d'attente du SAV à l'entraînante radio des grandes surfaces, toutes ces ambiances sont pensées pour être au maximum en accord avec ce que vous faites. Parce qu'un client énervé ou apeuré est moins avenant et consomme moins que celui qui a envie de danser en faisant ses courses. Le marketing et le cinéma ne sont cependant pas les seuls secteurs qui reconnaissent à la musique certaines vertus. C'est également le cas de la médecine, du management et bien entendu de la politique. Ce qui nous amène à ce lien entre musique et discours. En effet, le discours, c'est pour la sphère politique le moyen de communication privilégié quand il s'agit de s'adresser à nous, les citoyens. Et si le but premier de ces discours est l'information, la communication, derrière elle se cache bien souvent une volonté de séduction. Car le travail d'un politicien est aussi de persuader, de convaincre les électeurs et les citoyens. Dans cette optique, la musique peut s'avérer être une alliée très précieuse. En effet, convaincre quelqu'un, c'est amener ce quelqu'un à considérer quelque chose comme vrai. Et s'il existe dans les faits une multitude de moyens et d'outils pour y parvenir, tous peuvent être classés en 3 métacatégories. Ethos, logos et pathos. Alors, si ça sonne bizarre à vos oreilles, c'est parce que c'est du grec. C'est Aristote qui a théorisé ça. Si on devait traduire, l'éthos correspond à l'image que l'on renvoie et le jugement que les autres font donc de nous. C'est assez important en politique, car ça participe à la crédibilité accordée à la personne. C'est notamment pour cela que beaucoup de politiciens accordent une attention particulière à leur propre apparence, de leur habillement jusqu'à leur façon de s'exprimer. Ensuite, le logos. Sans surprise, il s'agit de la logique, autrement dit des arguments. Et c'est bien cette partie qui devrait toujours peser le plus lourd dans une argumentation quelle qu'elle soit. Enfin, la partie qui va nous intéresser ici, le pathos. Alors, pathos, on peut retrouver cette racine dans le mot empathie, qui désigne la capacité de ressentir ou de percevoir ce qu'un autre ressent. Le pathos, c'est donc l'art de convaincre en suscitant l'émotion. Et c'est précisément dans cette démarche que s'inscrit l'utilisation de la musique en politique. Susciter l'émotion. Et comme je le disais au début de mon intervention, la musique est l'outil parfait pour ça. Non seulement elle suscite une émotion, mais bien souvent, elle crée, en plus de cette dernière, une image mentale qui appuie l'émotion et vice-versa. Précisons que l'utilisation des émotions pour convaincre n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car comme l'explique très bien l'équipe de la page L'Esprit Critique sur Instagram et YouTube, utiliser une émotion pour faire prendre conscience et rendre une problématique plus concrète, c'est une très bonne chose. Là où ça se complique,
c'est quand on utilise ses émotions pour détourner l'attention, quand la forme prend plus de place que le fond. Une chanson épique ne devrait jamais servir à donner du crédit à un argumentaire fallacieux. Et pourtant, si on écoute Éric Zemmour... Nous, les Français, nous sommes une grande nation, un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont conquis l'Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l'admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. Le charme de notre art de vivre fait l'envie et le bonheur de tous ceux qui y goûtent. Nous avons connu d'immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Depuis 1000 ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l'histoire du monde. C'était donc Éric Zemmour dans une vidéo du 30 novembre 2021 dans laquelle il annonçait sa candidature à l'élection présidentielle. Le ton est sérieux, il nous parle de la France et en fond, vous pouvez entendre le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Pour certains musicologues, ce mouvement est loin d'être neutre. Martial, presque militaire pour les uns, force, montée en émotion et dramatisation pour les autres, la musique est là pour porter le discours. Elle fait ressortir la pseudo-gravité du moment, l'importance de l'action. Et finalement, qu'importe si les idées universalistes et fraternelles sous-tendues par le musicien sont antagoniques à celles du candidat d'extrême droite. Ce qui compte, c'est d'être porté par ce discours de lancement de campagne. Et Éric Zemmour n'est pas le seul à fonctionner de la sorte. En observant les réseaux ou certains médias aujourd'hui, nous serions tentés de dire que de plus en plus de personnages politiques actuels misent beaucoup plus sur ce genre de méthode que sur de réels arguments. À cela s'ajoutent les formats courts des réseaux sociaux qui donnent à cette communication basée sur l'émotionnel une portée d'une importance nouvelle. Une portée que certains acteurs de la scène politique ont mis du temps à saisir, ce qui a donné tout le temps à certains partis d'en tirer un très large profit. Alors, la question que vous êtes en droit de vous poser à ce stade, c'est « Mais pourquoi ces partis utilisent-ils ces méthodes ? Le but d'un parti politique n'est-il pas de promouvoir un vrai programme avec de vraies idées et de vrais arguments, le logos ou je sais pas quoi ?» Et vous auriez tout à fait raison. Mais alors pourquoi ? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que les partis qui utilisent majoritairement l'émotionnel et l'image le font car leurs idées et leurs arguments pourraient ne pas plaire à une majorité de citoyens, ceux-ci pouvant être vus comme un chouïa extrême. Deuxièmement, parce que ça marche, et qu'ils le savent. En effet, cette méthode de communication, elle a fait ses preuves. Résumons. Faire appel aux émotions plutôt qu'à l'intellect pour diffuser une information sélective, déséquilibrée et chargée de valeur, qui fait appel au jugement et aux préjugés, autrement dit à l'éthos et au pathos du public. Le tout avec l'intention de convaincre ce dernier qu'on dit LA vérité, que ce soit celle qui dérange ou celle qu'on nous cache. Eh bien ça fonctionne, et ça porte même un nom. On appelle ça de la propagande. Dans ce contexte, on écoute le discours de Jordan Bardella pour le lancement de son livre « Ce que je cherche » en novembre dernier. Une communication en ligne, un message, lui aussi porté par une musique qui donne une certaine couleur, un mouvement et un rythme à son propos. J'ai longtemps hésité à écrire ce livre. L'exigence de transparence est constitutive de notre époque. Mais je vois dans cette injonction une forme de violence. Vous en conviendrez, le temps des mémoires n'a pas encore sonné. Mon histoire est celle d'un Français ordinaire, dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître. Je tiens à rassurer ceux qui voudront me lire et qui ne partagent pas mes idées. Ce livre n'est ni un essai, ni un programme. Avant d'écrire les lignes qui vont suivre, je me suis naturellement interrogé. Dois-je simplement parler de mes idées ? Dois-je mieux me faire connaître ? Mais en vous racontant d'où je viens, vous comprendrez ce que je cherche. Avant de terminer, il est important de préciser 2 choses. Le but ici n'est aucunement de verser dans le complotisme. La musique n'est en aucun cas un outil créé pour manipuler qui que ce soit. Et les acteurs du monde politique qui utilisent la musique ne sont pas nécessairement des extrémistes. Mais la manipulation n'est au final qu'une forme pernicieuse d'argumentation. Et à ce titre, les adeptes de celle-ci utilisent parfois la musique comme un faux argument. Le conscientiser, c'est s'en protéger. Deuxièmement, de la même façon, il ne faut pas non plus sombrer dans le simplisme et la démagogie, et voir tous les politiciens comme des escrocs endimanchés. De tout temps, des personnages animés de mauvaises intentions ont souhaité arriver au pouvoir. Mais quand on parle de pouvoir, l'important est de ne pas faire d'amalgame entre ceux qui le servent et ceux qui l'utilisent.
Tout ce que j'espère, c'est que vous m'accordiez le bénéfice du doute. Quelle indignité. Moi j'ai le cœur qui saigne. C'est Bogdan. Restez avec nous pour cette troisième partie de notre chronique Bal et Masque, la chronique qui décortique les discours politiques. Alors Gabriel, c'est à toi, parle-nous des théories de l'effondrement. Effondrement, apocalypse, catastrophe. Ces mots vous semblent familiers ? Ces dernières années, ils reviennent sans cesse dans les discussions publiques. C'est la catastrophe. Notre monde est en train de mourir. Des phrases chocs qui résonnent comme des avertissements. Mais au-delà de l'émotion et de l'angoisse, ces discours s'appuient aussi sur des analyses scientifiques de plus en plus présentes dans notre quotidien. C'est ici qu'intervient un domaine en plein essor, la collapsologie. Une discipline qui explore la possibilité de l'effondrement de nos sociétés modernes en scrutant des crises écologiques, économiques et politiques. Les collapsologues, ceux qui étudient ce phénomène, vont jusqu'à affirmer que notre monde tel que nous le connaissons serait en train de s'effondrer sous nos yeux. Mais pourquoi un tel discours suscite-t-il autant d'attention ? Comment expliquer que les études scientifiques, souvent complexes et techniques, arrivent à captiver aussi bien les experts que le grand public ? Pourquoi cette fascination pour un avenir sombre, où les crises s'additionnent et l'incertitude domine ? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette chronique. Pour y voir plus clair, nous allons déconstruire cette pensée. Pour commencer, nous reviendrons sur les origines de la collapsologie, puis nous analyserons les outils que les collapsologues utilisent pour soutenir les arguments. Enfin, nous enrichirons notre réflexion avec des extraits de discours. En réalité, la collapsologie n'est pas simplement un courant alarmiste. C'est une lentille à travers laquelle certains d'entre nous lisent l'avenir. Mais alors, que nous dit-elle vraiment ? Pour comprendre d'où vient cette discipline, il faut remonter aux années 70, avec les fameux rapports Meadows. Ces travaux ont été parmi les premiers à modéliser les limites de la croissance et des ressources sur Terre. Cyprien Tasset, sociologue, nous rappelle que cette réflexion a pris de l'ampleur au XXIe siècle, notamment à travers des mouvements de transition écologique et de décroissance. Et depuis 2010, les appels au changement se sont intensifiés, avec des mobilisations collectives de plus en plus présentes. Mais la collapsologie ne fait pas l'unanimité. Certaines critiques pointent du doigt des courants conservateurs ou réactionnaires qui se cachent parfois derrière ces approches, ce qui soulève des questions sur la portée réelle de ces analyses. Alors, qu'est-ce que la collapsologie exactement ? En termes simples, c'est l'étude du risque d'effondrement de notre civilisation. Un effondrement qui, selon les collapsologues, pourrait résulter de facteurs interconnectés, la raréfaction des ressources, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, ou encore les conflits géopolitiques. Un scénario apocalyptique, certes, mais qui s'appuie sur des éléments scientifiques réels. Des figures, comme l'astrophysicien Aurélien Barraud, ont largement contribué à populariser ce discours. Cependant, si les faits sont là, la question qui se pose est comment capter l'attention du public tout en restant rigoureux et surtout, comment éviter de sombrer dans la panique ? Lorsqu'on parle de collapsologie, on se retrouve face à un courant de pensée qui va de pair avec l'écologisme. Ces deux mouvements partagent une même conviction, tout est interconnecté. L'humanité doit revoir sa relation avec la nature, car nos modes de vie actuels ne sont tout simplement plus viables. Mais attention, l'écologisme n'est pas un bloc monolithique. Il regroupe de multitudes de courants, chacun avec sa propre vision du monde. Des idéologies aussi diverses que l'écoféminisme, l'anarcho-primitivisme ou encore des groupes plus modérés s'affrontent parfois, certains prônant une rupture totale avec le système actuel, tandis que d'autres favorisent des réformes progressives. Ainsi, est-ce que la collapsologie et l'écologisme sont vraiment du même côté ? La réponse n'est pas si simple. Si leurs principes de base se rejoignent sur certains points, leurs approches peuvent diverger. Mais commençons par ce qui les unit. Les deux mouvements partagent plusieurs thèses fondamentales. D'abord, la reconnaissance des limites écologiques. Ils affirment que les ressources de notre planète sont finies et que notre consommation effrénée les épuise. À cela s'ajoute une responsabilité morale évidente. Nous avons un devoir envers les générations futures, un devoir de repenser en profondeur notre façon de vivre pour protéger la planète. En outre,
Ces deux courants adoptent une vision globale des enjeux. Tout est lié, du plus petit écosystème au système économique mondial. Et enfin, il y a un appel à l'action, qui résonne de manière forte. Il est impératif de changer nos comportements, de repenser nos priorités et d'agir vite pour éviter un effondrement total du système. Mais là où la collapsologie se distingue de l'écologisme traditionnel, c'est dans son approche. Ce n'est pas seulement un cri d'alerte, mais un appel à l'action, à l'anticipation. Les collapsologues ne se contentent pas de dire « il est urgent de réagir ». Ils poussent à repenser le modèle même de notre société. Leur objectif ? Passer d'une logique de croissance infinie à un modèle plus durable, centré sur la préservation de l'environnement et l'équilibre des ressources. L'un des outils majeurs utilisés par les collapsologues pour diffuser leur message est la vulgarisation scientifique. C'est un moyen de rendre compréhensibles des concepts complexes pour le grand public. Simplifier sans déformer, rendre accessibles des sujets aussi techniques que les limites des ressources naturelles ou les conséquences du changement climatique. Et cela, même lorsque l'on parle d'effondrement des civilisations, un sujet loin d'être facile à aborder sans tomber dans l'alarmisme. Pourtant, la vulgarisation devient essentielle pour ouvrir le débat et mobiliser la population face à l'urgence écologique. Les figures rhétoriques, quant à elles, jouent un rôle clé dans ce processus. Elles permettent de rendre le discours plus captivant et accessible. Dans le discours des collapsologues, on trouve des métaphores, des analogies, des comparaisons, voire des hyperboles qui aident à visualiser des concepts abstraits. L'un des outils les plus puissants utilisés par les collapsologues pour utiliser la vulgarisation, c'est la métaphore. Par des images fortes, ils rendent des concepts complexes plus accessibles et marquent les esprits. Ces métaphores servent à simplifier des idées tout en soulignant des réalités inquiétantes. Elles permettent de capturer l'attention, d'illustrer des phénomènes abstraits et de susciter une prise de conscience immédiate. Pour mieux comprendre la puissance de cet outil, écoutons un extrait d'une leçon inaugurale de Jean-Marc Jancovici, ingénieur, expert en énergie et en climat, connu pour ses analyses percutantes sur les enjeux énergétiques et environnementaux actuels. Donc une des conclusions que je vous propose dès à présent, c'est que l'esclavagisme n'a pas disparu dans notre monde parce que Rousseau avait raison. Je ne pense pas que le code génétique des hommes soit fondamentalement différent de ce qu'il était il y a 8 générations. Je pense que l'esclavagisme a disparu parce que ça n'a strictement aucun intérêt de s'emmerder à payer plus cher pour faire des choses qui sont pas commodes, encore une fois, les capturer des gens, les empêcher de foutre le camp, etc. Alors que la machine qui ne se met pas en grève, qui travaille toute la nuit et qui ne rouspète pas, vous fait le même job pour 10 à 100 fois moins cher. C'est le pétrole qui a supprimé l'esclavagisme. Jean-Marc Jancovici est l'un des grands vulgarisateurs du problème de changement climatique et de la transition énergétique en France. Dans cet extrait, il se sert d'une métaphore pour démontrer l'importance cruciale de l'énergie dans nos sociétés. C'est l'énergie qui contrôle toutes nos actions. Écoutez maintenant un autre extrait, cette fois-ci une conférence de Pablo Servigne, l'un des grands noms de la collapsologie. Je prends aussi cette image de l'aveugle. Imaginez, vous êtes un aveugle et vous découvrez un éléphant. Vous allez tâtonner pendant des heures, mais pour avoir cette image de l'éléphant, il faudra tâtonner longtemps, des heures, il faudra se contorsionner, etc. et faire un énorme effort d'imagination. Et c'est un peu ça l'effondrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre tout de suite, quelque chose qui naît en nous, qui est à la fois extrêmement théorique, il faut des notions, c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler à tout le monde et aux enfants aussi, qui mûrit, et en même temps c'est très concret parce que ça nous parle de notre souffrance, de notre mort, etc. Vous voyez, il y a ce côté loin et théorique énorme, comme un rapport du GIEC, c'est énorme, c'est hyper théorique, et on utilise du plus 3 degrés, plus 7 degrés, tout ça c'est très théorique, et finalement nous, notre cerveau, il a plus peur d'une araignée qui est en face de nous qu'un rapport du GIEC. Il utilise la même méthode, des métaphores puissantes, pour rendre plus concrète et moins abstraite l'idée de l'effondrement des sociétés modernes. Mais à quel prix ? Ces techniques de vulgarisation, si elles rendent le message plus accessible, peuvent parfois perdre en précision scientifique. La simplification des concepts, l'utilisation des métaphores et de visuels bien qu'efficaces pour toucher un large public, risquent aussi de déformer certains aspects de la réalité. Parfois, la simplification peut rendre les idées moins nuancées ou plus sensationnalistes qu'elles ne devraient l'être. Pourtant, cette approche demeure essentielle pour sensibiliser un large public aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. L'objectif est d'inciter à la réflexion collective et, ce qu'espèrent les collapsologues, de provoquer un sursaut face aux défis urgents que nous devons relever. Au final,
La collapsologie, à travers ses métaphores frappantes et ses analogies saisissantes, réussit à rendre des problématiques complexes plus accessibles. Elle pousse à la réflexion sur notre modèle de société, tout en simplifiant des idées souvent difficiles à appréhender. Cette simplification, bien qu'elle puisse parfois nuire à la précision, reste un outil utile afin de sensibiliser le grand public aux enjeux actuels. Le message est clair, l'heure est grave et il est urgent d'agir. Même si l'avenir semble incertain, il n'est jamais trop tard pour amorcer le changement. C'est ce que la collapsologie nous rappelle avec la force de ses images et l'urgence de son discours. Merci Louis et Gabriel pour vos analyses et votre participation à cette chronique. Merci, à bientôt. Merci François. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de Bas les masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Restez curieux et à très vite.